Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à vous tous d'être avec nous. Les routes africaines au cœur d'une rencontre à Abidjan, la 21e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africains. 35 pays sur le continent pour proposer des solutions afin de mobiliser des ressources qui permettront aux usagers de bénéficier des routes répondant aux standards internationaux. À Erevan, en Arménie, le président de la COP15 est en visite de travail depuis quelques jours. Ce lundi, Alain Richard Dombaï a rencontré le ministre arménien de l'Environnement. Les deux hommes ont parlé des stratégies mises en place pour la préservation des terres et la lutte contre la désertification. Nous allons retrouver Kraskando dans quelques instants. Et puis le district des Savanes s'apprête à rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Les organisateurs souhaitent que ce samedi 18 mai, la ville de Korogo soit aux couleurs de cet événement. Le président du comité d'organisation de la région du Poro, Fidel Sarrazoro, a réuni samedi dernier ses collaborateurs afin de réussir le pari de la mobilisation. Bonsoir à tous. Les routes africaines au cœur d'une réflexion à Abidjan. La 21e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africains. 35 pays sur le continent pour proposer des solutions afin de mobiliser des ressources qui permettront aux usagers de bénéficier des routes répondant aux standards internationaux. Alexis Ouedraogo. Pour la Côte d'Ivoire, la route précède et soutient le développement. Le pays consacre d'importants efforts pour ses infrastructures routières et s'est doté d'un instrument de financement de l'entretien routier, le FER. Ce lundi à Abidjan, l'Association des fonds d'entretien routier africains a ouvert justement sa 21e Assemblée générale. Les routes sont les voies essentielles, sans lesquelles aucun développement économique et social n'est envisageable dans nos pays. En moins d'une décennie, sous la vision éclairée de son Excellence le président Alassane Ouattara, ce sont plus de 3 pans d'envergure, de nombreux échangeurs et des centaines de kilomètres de voiries qui ont été construits pour donner fière allure à notre capitale économique, Abidjan. Tous ces efforts consentis seraient vains s'ils n'étaient pas accompagnés d'une bonne politique d'entretien des infrastructures. Proposer des solutions qui mobilisent des ressources permettant d'offrir aux usagers des routes une qualité de service conforme aux standards internationaux. Voilà la vision de ce rendez-vous d'Abidjan. Il est donc attendu de nous, à la fin de nos différentes réflexions, des recommandations pertinentes et opérationnelles qui permettront à nos gouvernements d'améliorer qualitativement et quantitativement les indicateurs de gestion du réseau routier. Car malgré tous nos efforts consentis par nos États, le financement de l'entretien routier demeure un défi. Au nombre des défis de la bonne santé des routes, le changement climatique qui requiert pour les acteurs du secteur une attention toute particulière. Pour que sa voix soit entendue, l'AFERA veut être portée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La tenue de ces assises nous offre justement l'occasion unique de solliciter le soutien et l'accompagnement de celui qui a métamorphosé la charmante ville d'Abidjan et bien d'autres, grâce aux multiples réalisations en faveur du développement des infrastructures en général et celles des routes et des ouvrages d'art en particulier. Nous avons nommé le champion leader du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Les ressources financières du FER sont issues des droits de péage, des redevances des postes de pesage, des redevances sur les produits pétroliers, des appuis financiers extérieurs et des allocations budgétaires de l'État. Le Premier ministre appelle à des travaux consciencieux et ouvre des pistes de réflexion. Pour tous les pays, il devient impérieux de favoriser la recherche et l'émergence de nouveaux matériaux de construction de nos routes. Et c'est là que le rôle des laboratoires du bâtiment et des travaux publics devient de plus en plus important. Parce que dans la conception des routes, nous sommes obligés de passer à un moment donné à l'utilisation du fuseau de granulométrie. Ce fuseau sera soit aplati, soit large. C'est là le vrai problème de l'ingénieur routier.
Je tenais à partager ces quelques réflexions avec vous et vous laisser le soin de travailler en toute tranquillité pour nous donner des solutions afin que nos routes soient viables, durables et que nos routes servent au développement parce que la route précède le développement. Robert Bogrimambé invite les populations au bon usage des routes. Le financement de la route et l'entretien de la route coûte très cher à l'État. Ayons donc un comportement citoyen dans l'usage de la route. Évitons de l'agresser et de la détériorer, car la route est un bien public précieux pour nous tous et pour les générations futures. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 9 péages sur 355 km de route. Ce sont des exercices militaires pour outiller les armées africaines dans la lutte anti-djihadiste. Une idée du commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique, dénommé Flintlock, démarré ce lundi à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. L'opération va prendre fin ce vendredi. Suleiman Denisongou. Nous sommes à Flintlock 2024. Premier et plus grand exercice d'opération spéciale annuelle du commandement des États-Unis pour l'Afrique, combinant l'armée et l'application de la loi pour renforcer les capacités des forces d'opération spéciales africaines et internationales. À cette cérémonie d'ouverture, le commandant adjoint des forces spéciales des États-Unis en Afrique, le colonel Michael George, tire un bilan satisfaisant des précédentes éditions. Cet exercice se déroule sur plusieurs sites d'entraînement dans 2 pays avec 1300 participants de 30 nations partenaires. Après près de 20 ans, Flintlock reste le principal exercice de commandement des États-Unis pour l'Afrique, visant à renforcer cette capacité collective. Basé entre autres sur l'échange des compétences et la construction d'une relation de confiance, la tenue de l'édition 2024 a été l'occasion pour le chef d'état-major général des armées ivoiriennes, le général des corps d'armée, Lassina Doumbia, d'exprimer sa gratitude aux États-Unis pour leur soutien. Je tiens, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, à exprimer notre profonde gratitude à Madame l'ambassadeur, Madame Badivis, pour l'ensemble des actions diversifiées et multiples dont la Côte d'Ivoire bénéficie. Cette diversité des pays participants enrichit l'événement et illustre notre volonté commune de faire face aux défis sécuritaires qui affectent nos nations et nos régions. Devant quelques centaines de soldats rassemblés, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr, s'est dit fière de cette plateforme de collaboration et rassure du soutien inlassable de son pays. Cet événement est vital pour faire avancer nos partenaires militaires. Nous vous assurons de notre soutien pour vous préparer et vous former pour la lutte. Mais toute seule, cette action militaire est insuffisante pour garantir la sécurité des citoyens. Nous sommes à vos côtés aussi pour créer les conditions de paix. Organisé en partenariat avec l'armée ivoirienne et conjointement avec le Ghana, l'exercice Flintlock se tient depuis 2005 et la Côte d'Ivoire sera la principale organisatrice des autres éditions à partir de 2025. Bilan positif pour le Forum des femmes et filles du Cavali qui s'est tenu du 9 au 11 mai dernier. L'activité a permis de former plus de 200 femmes et d'obtenir 500 millions de francs CFA de financement additionnel du fonds FAFSI. La présidente du conseil régional, la ministre Anne-Désirée Ouloto, dresse le bilan au cours d'un point presse. Didier Nguissan. Le rideau s'est refermé sur le Forum régional des femmes et filles du Cavali. 2 volets, l'un sur la formation et l'autre sur le financement des projets, ont été actionnés par le conseil régional et ses experts consultants. La présidente du conseil régional du Cavali dresse le bilan. Avec la mise en œuvre de ce premier forum, nous avons voulu simplement dire à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde qu'en Côte d'Ivoire, les femmes du milieu rural vont aussi à l'école. Elles apprennent à améliorer leur quotidien. Elles apprennent à être des citoyennes modernes. Le concept voulu par le président de la République d'Ivoirien Nouveau procède aussi de l'éducation, de l'encadrement des femmes
du milieu rural, qui elles aussi ont droit à l'éducation. Comment garantir le suivi des acquis du forum? La ministre Anne-Désirée Ouloto décline son plan. Hier, nous avons créé le Conseil régional consultatif de la femme, qui annonce les perspectives. Dans quelques semaines, ce Conseil régional consultatif de la femme va entrer en activité, avec une période transitoire qui nous permettra de leur mettre à disposition des experts pour les aider à définir leur feuille de route, à élaborer un plan d'action triennal qui, au terme de ces 3 ans, devront nous donner des résultats à partir d'indicateurs qui nous diront que la femme dans le Cavali voit sa vie qui est transformée. La mise en place immédiate du Conseil consultatif des femmes rend opérationnel cet organe de suivi. On en vient au dimanche de la solidarité, un concept initié par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour soulager des familles démunies. En ce deuxième dimanche, c'est la ville d'Agboville qui a été choisie par la ministre Miss Belmondo Dogo, accompagnée pour l'occasion par le président du conseil régional de l'Anyébi-Tiassa, Pierre Demba. On voit cela avec Michel Mambo. Des vivres, des non-vivres et du numéraire au nom du président de la République, Alassane Ouattara. En réponse, des larmes et des bénédictions. Dame Koulibaly Téné est sans voix. La Providence lui sourit dans le cadre du dimanche de la solidarité, le deuxième de l'année 2024 à Agboville. La veuve, 18 enfants à charge, va bénéficier, en plus de ses dons en nature, d'une prise en charge médicale et d'un relogement, la fin de son calvaire. Le dimanche de la solidarité au cœur de la réalité des familles vulnérables à travers la Côte d'Ivoire. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, accompagnée du président du conseil régional de l'Anyébi-Tiassa, Pierre Demba, s'invite dans 8 des familles les plus défavorisées d'Agboville. Assistance médicale, prise en charge scolaire, accompagnement, appui financier, chacune, selon le besoin exprimé, trouve oreille attentive. Les bénéficiaires, entre 2 sanglots, n'ont que des mots de gratitude. L'action est salutaire. Je ne sais quoi dire. Je ne m'attendais pas à ça en tout cas. Ça va aller. Quand on parle de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est une réalité. Puisque c'est énorme ces choses-là et ça touche vraiment des personnes qui en ont besoin. Plus de 568 familles impactées par cette édition. Notre plus grand souhait est qu'un relais soit fait par le conseil régional afin que cette action de ce dimanche ne s'arrête pas. Là aujourd'hui, le conseil fait beaucoup, mais nous avons fait la demande au conseil de continuer le suivi, surtout pour ces 8 ménages, pour que dans 1 an, lorsque nous reviendrons à Agboville pour faire le bilan, ces ménages-là, nous puissions constater qu'il y a eu amélioration de leur niveau de vie. À noter également qu'au titre du programme Défilés sociaux productifs, également porté par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, l'Anyébi-Tiassa enregistre plus de 11 700 bénéficiaires. Autre volet de l'actualité, des tonnes de déchets plastiques sont jetés tous les jours dans les océans. Une pollution qui menace la survie des espèces aquatiques. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge. Des experts se sont donc réunis en atelier pour trouver des solutions face à cette problématique. Le ministre de tutelle a procédé à l'ouverture des travaux ce lundi. C'est ce que nous apprend Khalil Diomandé. Entre 5 et 13 millions de tonnes. Voilà la quantité de déchets plastiques déversés dans les océans chaque année, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Un défi environnemental que veut relever ces experts internationaux réunis à Abidjan à l'initiative de Goss Africa. Ils proposent l'utilisation des satellites afin de renforcer la surveillance des océans et des espèces marines. Le satellite est l'outil idéal pour observer à grande échelle comme à petite échelle de grandes superficies, dont l'océan. Et le satellite est utilisé dans le domaine de l'océan pour non seulement protéger les océans, donc détection des hydrocarbures, des pollutions à l'hydrocarbure, la gestion des ressources, même identifier les bancs de poissons. L'utilisation de l'espace dans le domaine de l'océan est non seulement démontrée, mais elle est incontournable. La composante télédétection
approche spatiale est importante. Nous pouvons être assis dans notre bureau en analysant les images satellites, savoir exactement ce qui se passe dans notre océan et prévoir les réponses adaptées à cela. La Côte d'Ivoire, qui abrite ses assises, fait elle aussi face à des problèmes de pollution. Dans le pays, la mer et les plans d'eau lagunaires reçoivent près de 400 000 tonnes de plastique par jour, sans oublier l'érosion côtière. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique attend donc beaucoup des experts. Vous savez que nous sommes un pays côtier. Une bonne partie de nos activités économiques dépendent de la mer. Donc on attend beaucoup de propositions de la part des experts pour permettre au gouvernement de prendre les décisions idoines, pour prendre en charge les problématiques de gestion de la mer, comme vous le savez, qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue. Les travaux de ces assises vont durer 5 jours. À l'issue, un livre de recommandations sera remis au gouvernement des pays africains. Prenons tout de suite la direction de Erevan en Arménie. Le président de la COP15 est en visite de travail depuis quelques jours. Ce lundi, Alain Richard Donvaï a rencontré le ministre arménien de l'Environnement. Les deux hommes ont parlé des stratégies mises en place pour la préservation des terres et la lutte contre la désertification. Retrouvons Grace Kando, notre envoyé spécial. Le président de la COP15, Alain Richard Donvaï, reçu ce lundi à Erevan par le ministre arménien de l'Environnement. Les échanges entre les deux personnalités ont porté notamment sur la mise en place d'un groupe de travail conjoint pour faciliter le financement de projets de lutte contre la désertification, la protection de l'environnement et l'implication des jeunes dans la lutte contre la dégradation des sols. Les objectifs justement de cette rencontre, en parlant de l'établissement d'un groupe de travail qui permettra de faire un échange technique mutuel entre les ministères éventuellement de la Côte d'Ivoire de l'Environnement et le ministère de l'Arménie de l'Environnement. En termes d'échange de bons procédés, les 3 présidences de COP ont signé une déclaration conjointe de collaboration en vue de trouver des solutions à la désertification, aux problèmes de changement climatique et à la biodiversité. L'Arménie a apporté un certain nombre de solutions qui gagnent à être partagées avec d'autres pays, mais aussi nous avons parlé de collaboration entre plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, pour que l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de reforestation puisse servir ici en Arménie et être répliquée. Le ministre a bien noté que nous lui avons tendu la perche en l'invitant en Côte d'Ivoire à rencontrer son collègue de Côte d'Ivoire. Il va également inviter le ministre ivoirien de l'Environnement à visiter l'Arménie pour voir quelle collaboration puisse se faire. Après les instructions du président de la République, je pense que les relations de l'Arménie et la Côte d'Ivoire pourront être améliorées et puis aller de l'avant. Le ministre arménien de l'Environnement sollicite l'appui du président de la COP15 pour l'atteinte des objectifs de neutralité dans la dégradation des terres. Pour rappel, l'Arménie fait partie de 223 pays signataires de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification adoptée en juin 1994. Après sa rencontre avec le ministre arménien de l'Environnement, le président de la COP15 s'est rendu au mémorial du génocide arménien. Alain Richard Donvaï est allé déposer une gemme de fleurs en mémoire des personnes tuées lors de la Première Guerre mondiale. Dans le domaine de l'éducation, les meilleurs élèves de l'année académique 2023-2024 du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam ont été primés ce lundi. Ils sont au nombre de 62. C'est au cours de la 2e édition de la journée d'excellence et du mérite organisée par la direction de l'établissement. L'édition 2024 est parrainée par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. Sephora Zegui nous en parle. Ils ont brillé de par la qualité de leur travail et l'excellence de leurs notes durant l'année scolaire. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam vient de les distinguer afin de récompenser leur mérite. Ils sont 62 filles et garçons ayant obtenu entre 15 et 18 de moyenne. Pour moi, ce prix représente la reconnaissance de tous les efforts abattus durant cette année scolaire. Cela nous montre que les sacrifices qu'on a consentis n'ont pas servi à rien. L'enseignement est très beau de ce lycée parce que c'est le fruit de cet enseignement-là qui m'a permis d'être parmi les meilleurs de ce lycée. En seulement 2 années d'existence, le palmarès du lycée d'excellence Alassane Ouattara n'est plus à présenter. Prix national d'excellence 2023,
2 médailles d'or au prix Félix Houphouët-Boigny de mathématiques et classé premier des établissements d'excellence de Côte d'Ivoire, entre autres. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara a offert à la Côte d'Ivoire le meilleur bachelier 2022 avec 348 points, soit 17,40 de moyenne au bac C. Une médaille d'or du meilleur établissement encadreur, prix Houphouët-Boigny couplé avec Miss Mathématiques. Un taux de réussite au bac de 99,40%, couronné par 93 mentions. Partisan de la rigueur et du travail bien accompli, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, appelle ses filleuls à plus de solidarité, d'humilité et de rigueur. Votre force doit être toujours cette volonté d'aller vers les plus faibles pour les tirer vers le haut. En ce moment, parmi vous, il faut qu'il y ait des leaders. Là, on passe de la formation académique aux leaders. Vous devez être des chefs de demain. Mais le chef de demain, c'est celui qui sait assembler force et faiblesse. C'est celui qui sait assembler compétent et non compétent. Parce que toute personne a toujours une qualité en elle. Mais tout ceci dans l'humilité et dans la solidarité. Pour accéder à ce lycée d'excellence, 2 possibilités, avoir 12 ans et obtenir 161,5 points à l'examen du CEPE. Pour ceux de la 3e, être âgé de 16 ans et avoir une moyenne annuelle pondérée supérieure ou égale à 16. Tous les postulants doivent être de nationalité ivoirienne. En bref, une image, ce lundi 13 mai 2024, le président du Conseil d'État, Patrice Kouakou-Yao, a réceptionné du matériel informatique. C'est un don du ministère des Finances et du Budget à travers le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. Ce don comprend, entre autres, des ordinateurs, des imprimantes, mais aussi des onduleurs. Le tout pour un montant de plus de 113 millions de francs CFA. Un geste qui vise à renforcer les capacités de l'institution. Je le disais à l'instant, le district des Savanes s'apprête à rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Les organisateurs souhaitent que ce samedi 18 mai, la ville de Korogo soit aux couleurs de cet événement. Le président du comité d'organisation de la région du Poro, Fidel Sarasoro, a réuni samedi dernier ses collaborateurs afin de réussir le pari de la mobilisation. On voit cela avec Ami Sissoko. Journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara dans le district des Savanes. À une semaine de l'événement, le district des Savanes, à savoir les régions de Bagoué, Poro et Tchologo, se prépare à une mobilisation historique. À Korogo, le président du comité d'organisation de la région du Poro, le ministre directeur de cabinet du président de la République et président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, échange une fois encore avec les responsables des différents départements chargés de l'organisation. Objectif, examiner les dispositions pratiques de l'organisation en vue d'une mobilisation phénoménale. L'information a circulé et il fallait maintenant cette fois-ci regarder les dispositions pratiques de l'organisation. Le nombre de personnes à voir, comment acheminer ces personnes de façon efficace sur le stade, assurer la sécurité, le plan de circulation, le plan de mobilisation. La difficulté que nous aurons, et nous l'avons évoqué au cours de la réunion, c'est de savoir comment contenir cette population-là. Donc nous n'avons aucun doute. Le monde qu'il y aura, ce sera phénoménal. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui que le président mobilise dans le Poro, le président mobilise dans le Tchologo, le président mobilise dans la Bagoué. Et ce sera une très 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 belle fête. L'assurance du préfet de région du Poro, préfet du département de Korogo, André Ekponon, sur les mesures sécuritaires. Ce sont les mêmes dispositions sécuritaires que nous avons prises que lors des jours de match de la CAN. Le seul changement, c'est l'ouverture du stade à 6 heures du matin. Les spectateurs ou participants qui doivent rentrer au stade doivent être palpés pour éviter qu'ils transportent des objets condescendants ou dangereux.
cette journée d'hommage dont le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et le président du comité d'organisation traduit la reconnaissance des populations et des cadres du district des Savanes au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement dans le nord du pays. Tout ce qu'il a fait pour le district des Savanes, tout ce qu'il a fait pour le Tchologo, tout ce qu'il a fait pour le Poro, tout ce qu'il a fait pour la Bagoué et bien au-delà, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas remercier suffisamment le président, tant ses œuvres sont grandes, tant la population a bénéficié de ces œuvres-là. Ce sont plus de 50 000 personnes qui sont attendues à Korogo le samedi 18 mai à cette journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. La cérémonie se déroulera au stade Amadou Gon Coulibaly de 20 000 places. L'esplanade accueillera le reste des populations. Les portes s'ouvriront dès 6 heures du matin. Cette journée sera présidée par le vice-président Timoko Mélié-Koné. Mais avant la cérémonie d'hommage, il va procéder à l'inauguration de l'aéroport de Korogo. Les populations de Séguéla ont rendu hommage hier à l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. L'adjoint au maire Moustapha Fall était en tête d'une procession pour marquer l'an-3 de la disparition de l'illustre personnalité. Les guides religieux ont salué les qualités de l'homme et prié pour le repos de son âme. Jean-Marc Adjadji. Les habitants de la région du Ourodougou n'oublieront pas de sitôt l'ex-député de Séguéla commune et Premier ministre Ahmed Bakayoko. La journée d'hommage qui lui a été rendue est à sa 3e édition. Au menu, une marche blanche allant de la ville de Séguéla jusqu'au village de Benan où repose l'ex-Premier ministre. Vêtus de blanc, ils étaient nombreux à participer à cette randonnée de 2 kilomètres. Prières et bénédictions ont été faites en l'honneur de l'illustre disparu, sans oublier la lecture intégrale du Saint-Coran, exécutée par 30 imams du Ourodougou. Après la lecture du Coran, les participants se sont inclinés sur la tombe du Premier ministre, Feu Ahmed Bakayoko, décédé le 10 avril 2021 en Allemagne, des suites d'un cancer. Il avait 56 ans. En politique, désigné par ses militants pour défendre les couleurs du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, à la prochaine élection présidentielle, Laurent Gbagbo a été investi ce vendredi 10 mai lors de la première convention du parti. Le président fondateur du PPACI a pris l'engagement de mener le combat politique pour le grand bonheur de ses militants. Konaté Moussa était à l'Hôtel Ivoire à Cocody. Regardons. J'ai l'honneur de vous investir candidat du PPACI. Laurent Gbagbo investi candidat du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire pour la prochaine élection présidentielle. À cette première convention du PPACI ce vendredi 10 mai, la désignation du président Laurent Gbagbo comme candidat en 2025 est officiellement actée par son parti, à la grande joie des militants. C'est chose faite parce qu'à l'unanimité ici, il y a eu des motions de l'U et aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Gbagbo est notre candidat officiel, solennel, formel. Il est prêt pour continuer le combat, pour continuer dans le sens qu'il a commencé, c'est-à-dire la prospérité des Ivoiriens. Choisi donc par ses militants pour représenter le PPACI à l'échéance électorale de 2025, Laurent Gbagbo reste toujours exclu de la liste électorale, car étant sous une condamnation judiciaire. Toute chose qui n'empêche pas son parti de se projeter pour le combat futur. Le président fondateur du PPACI, candidat désigné à l'élection présidentielle de 2025, se félicite de la grande mobilisation des militants. Il se dit prêt pour la reconquête du pouvoir d'État. J'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. Mes chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront rien. Il faut avoir un idéal pour lequel on continue de se battre. À la suite de cette convention, le PPACI prévoit une grande tournée de mobilisation dans plusieurs régions du pays. Première étape, la ville de Bonois, le 14 juillet prochain.
Tout autre chose à présent, les chefs coutumiers, garants de la tradition du royaume Walebo, siège du peuple baoulé, ont annoncé officiellement le décès de Sa Majesté Nanan Akua-Boni II, 13e reine dans l'ordre de succession au trône du royaume baoulé. Par la même occasion, son successeur a été présenté au peuple en attendant son investiture. Suivant. Le peuple baoulé est en deuil. Sa reine n'est plus. Un communiqué de la cour royale de Sakassou vient de rendre l'information publique tout en désignant le successeur de la défunte reine. Sa Majesté Nana Akua-Boni II, 13e reine dans l'ordre de succession au trône du royaume baoulé, a mal aux pieds. Désormais, le royaume baoulé est placé sous l'autorité morale du prince Nana Kwadio Maxime, responsable de la régence, qui sera intronisé 14e roi du royaume baoulé après les obsèques de Sa Majesté Nana Akua-Boni II. Le prince régent Nana Kwadio Maxime dépêchera incessamment une délégation de haut niveau du royaume baoulé pour l'annonce officielle de cette triste nouvelle à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La reine des Baoulés, Sa Majesté Akua-Boni II, de son vrai nom, Monique Ngatanou, 13e reine dans l'ordre de succession au trône, a été intronisée le 31 août 2017. Sa dernière apparition publique remonte à mars 2022. En bref, et en image dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, un immeuble en construction s'effondre, des morts et des dizaines d'ouvriers piégés depuis une semaine. Les équipes de secours ont poursuivi ce lundi leurs efforts pour retrouver d'éventuels survivants encore coincés sous les décombres. Leurs espoirs ont été renforcés le week-end dernier lorsqu'un des ouvriers a été retrouvé vivant après 6 jours sans eau ni nourriture. Les autorités ont déclaré que 26 ouvriers du bâtiment qui se trouvaient sur le site lorsque l'immeuble de 5 étages inachevé s'est effondré ont été confirmés morts, tandis que 26 autres sont portés disparus, ce qui soulève la possibilité que le nombre de morts pourrait finalement être supérieur à 50 dans l'un des effondrements d'immeubles les plus meurtriers d'Afrique du Sud. Au Soudan, les incendies utilisés comme armes ont détruit plus de villages et de villes dans l'ouest du pays en avril qu'au cours de tout autre mois depuis le début du conflit, il y a plus d'1 an maintenant, selon une analyse réalisée ce lundi par un groupe de défense des droits basé au Royaume-Uni. Soudan Witness a déclaré que 72 villages ont été détruits ou endommagés par des incendies le mois dernier, portant le nombre total de villages touchés par le feu au Soudan à 201 depuis le début du conflit en mi-avril de l'année dernière. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.